Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith, diffusée sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, nous recevons Azouz Begag, combattant pour l'égalité des chances. Bonjour Azouz Begag. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS, écrivain, ancien ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances au sein du gouvernement de Dominique de Villepin. Auteur de très nombreux ouvrages, dont Le Gon du chat à bas, un best-seller qui a été retransmis au cinéma et adapté donc au cinéma. Également auteur de L'arbre ou la maison en version poche. Et puis plus récemment de cette parabole magnifique, Les yeux dans le dos. Et enfin apparaître cette semaine chez Gallimard Jeunesse, Hier, je suis devenu grand. Mais avant de commencer cet entretien consacré au changement dans la vie, vous vouliez revenir sur la montée de l'extrême droite en France et en Europe, qui veut mettre au centre du débat la question migratoire. Oui, c'est parce que c'est un sujet de malheur et de grande tristesse pour moi. Après avoir étudié justement ce poison qui s'appelle le racisme, et le voir 40 ans après les études, après les intelligences qui ont été financées pour essayer de contrer ce fléau, que ça progresse de partout, qu'il y a une inflammation générale du corps social et électoral dans tous les pays européens, ça m'afflige considérablement, parce que c'est un poison qu'on ne peut pas contrecarrer facilement. Une fois que les gens deviennent profondément anti-immigrants, anti-migration, racistes, et qu'ils n'aiment pas les autres, pour extirper de leur corps cette affaire, ça devient quasi impossible. Je suis malheureux de voir ce que va devenir ce monde de l'Europe, qui est quand même le berceau des intelligences, des démocraties, des humanités, être en proie à cette vague de peur. Tout le monde a peur. A peur de quoi? Pas de l'augmentation du coût de la vie, a peur des autres et de l'altération des identités personnelles et des identités nationales. J'en suis vraiment malheureux, je suis triste, j'ai envie de jeter l'éponge tous les matins. Quand Tout à l'heure, il y a un chauffeur taxi qui m'a emmené chez vous, il était haïtien à Paris. Je dis « Ah, mais c'est vous dont Donald Trump dit que vous mangez les chats et les chiens, et donc que les Américains ont intérêt d'avoir peur de vous ». Il m'a dit « Non, monsieur, on ne mange pas les chiens, que les chats ». Voilà, donc vous avez compris, je dis, moi j'aime bien sur fond de misère sociale, intellectuelle, essayer l'humour à chaque fois, rigoler 1 heure par jour, toujours, pour pouvoir sortir de ce bourbier. Le résultat de la mondialisation dite heureuse aura été la montée des nationalismes et de la xénophobie. Alors venons-en à notre entretien. Vous êtes né à Lyon, de parents originaires d'Algérie, de la région de Sétif. Ils étaient pauvres, analphabètes, mais très courageux. Vous avez vécu jusqu'à l'âge de 10 ans dans un bidonville près de Lyon, regroupant des baraques en bois, sans électricité ni eau courante. Il n'y avait pas de confort. C'était dur, mais c'était vivant, avec près de 200 enfants, des disputes entre les familles, mais aussi de l'entraide, du respect de la tradition, en particulier de l'hospitalité. Et à 10 ans, vous avez été heureux de déménager dans un appartement avec l'électricité, la télévision, l'eau courante, les toilettes, etc. Et alors, dans votre livre, Le Gon du chat à bas, vous racontez cette vie communautaire haute en couleurs qui se déroulait en grande partie en plein air. Alors, Azouz Begag, que veut dire ce titre, Le Gon du chat à bas? C'est un enfant venu d'une autre planète, pas Mars, mais la planète des pauvres et la planète des immigrants, et qui débarque alors que je croyais pouvoir avoir la chance, dès la naissance, de pouvoir m'en sortir dans un endroit propre, respectable. Je naquis dans un bidonville. Le voilà. Bon sang. Vous avez dit tout à l'heure, pas d'électricité. Non, pas d'électricité, pas de télévision, rien du tout. Ça, c'est votre Pas mère. de sauvage. Ah oui, c'est ma mère. Très, très belle, cette photo. Voilà. Ma mère nous nourrissait avec le lait de Bichette. C'était notre chèvre blanche. C'est incroyable quand je pense qu'aujourd'hui, je suis devant vous, plus de 60 ans plus tard, et que ce lait m'a nourri, et que ces valeurs d'hospitalité dans ma famille, dans ma tribu, les valeurs fondamentales que nous ont transmises nos parents.
Ce sont eux qui m'ont porté jusqu'à aujourd'hui. Et bon sang, sur les 200 d'enfants, il y en a pas beaucoup hein, qui sont allés au lycée, à l'université et qui sont devenus ministres. La On va en plupart ont reparler. terminé en prison. Donc je suis super content. Pas super content pour moi, mais pour mes parents surtout, c'est un rendu que je leur devais d'avoir réussi ma vie pour pouvoir faire en sorte que eux, à travers moi, ont réussi la leur. Alors, dans votre livre écrit avec humour et tendresse, il n'y a bien sûr pas de regret du Shahaba, mais on sent une certaine nostalgie. Oui, je crois que c'est une nostalgie des temps anciens, une nostalgie de la campagne, une nostalgie de la ruralité aussi. Nous étions très proches de la nature. On habitait dans un bois, en fait. Et ces doigts-là, ils ont attrapé des vipères et d'autres serpents par la tête quand on était petit. Et on allait vendre ces bestioles aux pharmaciens qui récupéraient le poison, le venin. Voilà, je suis né là-dedans, moi. J'allais chercher des lilas, j'allais chercher des œufs d'oiseaux dans les nids pour pouvoir les apporter en décoration à l'école primaire. Cette école primaire, ma maîtresse d'école maternelle, Georgette Gattari. Jamais je ne l'oublierai. Jamais je n'oublierai cette école maternelle. Il y a dans mon livre Le Gond du Shama un monsieur Grand. Oui. Il y a un monsieur Loubon, on va en Mais parler. monsieur Grand, il m'a appelé il y a une semaine, il m'a dit Azouz, c'est monsieur Grand, l'instituteur. C'est monsieur Grand. Il m'a dit j'ai 86 ans, il faut que tu viennes me voir hein, dans mon village, près de Chambéry. Quel bonheur pour moi de pouvoir remercier ces gens qui m'ont fait grandir. Alors, votre père, Bouzid, il a eu beaucoup de mal à quitter le Shahaba, parfois déprimé ou en colère. Il y est retourné vivre pendant quelques jours. Et il avait accepté de déménager dans un appartement plus confortable pour sa femme, votre mère, Messaouda, et pour ses 6 enfants. Et donc, pour votre père, ce progrès, ce déménagement, ce fut un sacrifice. Et pour votre mère, ce fut la solitude? Oui, absolument. L'habitat dans ce qu'on appelait naguère les grands ensembles, c'était surtout, au lieu de grands ensembles, des habitats de grande solitude. Hein. Vous vous rendez compte, ces gens, ils vivaient sur le sol, sur la terre, avec les baraques. Votre mère? Ma mère et ma tante. Et puis là, on voit votre Mon père, Bouzid. Un grand monsieur, voilà, grand monsieur. Je compare souvent à Ulysse, moi, le héros de Homère. C'est un gars qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut en particulier dans les années 60-70, c'est retourner dans sa terre natale, en Algérie, comme Ulysse voulait retourner à Ithaque. Et mon père avait conscience que sur le chemin du retour, il y aurait devant nous des sirènes, des cyclopes, Circé, des gens méchants qui vont nous tendre de pièges et qui, par exemple, vont nous demander d'être français, de parler français, de manger du cochon, et qui vont nous interdire, nous empêcher de rentrer chez nous. C'était l'histoire de mon père, l'épopée de mon père. C'est l'épopée de Ulysse dans l'Odyssée de Homère. C'est exactement ça. Sauf qu'il retournera à Ithaque à son décès. Oui. Voilà, dans un cercueil. Il avait plein de rêves, il avait comme des millions de migrants italiens, portugais, espagnols, qui sont venus ici avec la tête pleine de mythes, et notamment le mythe de Eldorado. Eldorado, tout ce qui brille la France. C'est incroyable, c'était il y a 80 ans, mais en vérité, aujourd'hui, pour ces millions d'Africains qui tentent de quitter l'Afrique pour venir de l'autre côté de la Méditerranée, ici, c'est l'Eldorado encore, ça n'a pas changé. Donc Homère et Ulysse sont immortels. Votre père était dur et parfois même violent, mais il vous a appris le respect, l'accueil et surtout l'importance de l'école. L'écoule, prononcez bien s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas. L'écoule. Vous le faites parfaitement. Et il vous disait, moi, je travaille à l'usine, vous travaillez à l'école. Ouais. Et un jour, il vous a dit, tu ne travailles pas pour me faire plaisir, tu travailles pour toi, pour ton avenir. Je sais bien. Il était analphabète et non francophone, mais loin d'être bête. Il avait tout en lui, toute la philosophie de l'humanité. Et cet homme savait que l'un des pièges qui attend ces enfants qui grandissent dans des conditions aussi misérables, c'est l'argent.
à l'âge de 6 ans, 7 ans, on allait tous, les garçons, dans les marchés avoisinants, Lyon, pour pouvoir travailler à 6 heures du matin à ouvrir les stands des forains, et on travaillait jusqu'à midi pour recharger tout le matériel dans les camionnettes. Pour de l'argent, c'est tout, pour de l'argent. Et ça laissait penser à beaucoup d'enfants du bidonville que pour réussir dans la vie, il fallait de l'argent, le plus tôt possible, être riche. Et mon père disait non, je veux que vous compreniez. C'est moi qui vais travailler à l'usine à 6 heures du matin. Vous allez travailler à l'école. Vous allez apprendre et vous allez être premier de la classe dans l'école des Français. C'était son rêve. Que ses enfants, lui, qui ne sait pas lire et écrire, qui ne sait même pas signer son nom, qui ne parle pas français, aient des enfants qui soient premiers de l'école chez Charlemagne. C'est ce que je fis. Pour lui, franchement, je suis super content. Et je suis sûr que là, il nous regarde en haut, il voit bien ce qui se passe, et il doit dire à ses amis avec qui il est en train de jouer au domino ou aux cartes, regardez, c'est mon fils là-bas, en bas, qui est en train de faire une émission de télévision. Je l'ai bien réussi, celui-là. Et il a bien réussi pour moi. Voilà. Mais 90% de ces enfants qui naquirent dans ces conditions sont allés en prison. Oui, parce Et que pas à sur l'université. les 200 enfants du Shahaba, vous êtes le seul à avoir connu une réussite scolaire et à être devenu un universitaire, chercheur au CNRS. Et au-delà de votre mérite personnel, certains instituteurs et professeurs, pas tous, hein, ont joué un rôle très important. Alors racontez-nous, Monsieur Grand, Monsieur Loubon. Bon sang, il faut le dire aujourd'hui en 2026, hein, ces gens, les enseignants, hommes, femmes, ils sont inoubliables dans une vie. Inoubliables. Georgette Gattari, ma maîtresse, quand elle est morte, dans l'église où j'ai prononcé un discours en son honneur, devant son cercueil, elle m'avait dit, j'ai demandé à mes proches que ton livre, Le Gon du Shahaba, soit enfermé avec moi dans le cercueil pour m'accompagner jusqu'à l'éternité. Tellement cet enfant qu'elle voyait quand j'avais 5 ans, 6 ans, qui en voulait tellement, qui voulait tout apprendre, toutes les poésies. Bon sang, il s'en est sorti. Et je lui disais, c'est grâce à vous, maîtresse Georgette. C'était le cadeau de sa vie d'enseignante, elle aussi. Et Monsieur Grand, que je vais voir dans quelques jours dans sa campagne reculée, c'est la même chose. Les enseignants, et eux aussi, ouvrir des livres. Lire, pour pouvoir découvrir ce qu'on doit devenir. Le premier mot du Coran, c'est « Iqra », ce qui veut dire « il faut lire ». Il faut lire. Et lire, c'est ce que mon père et ma mère ne savaient pas faire. Donc, de force, tous les jours, ils nous ont convaincus que c'était cela qu'il fallait faire. Bon, comme on n'avait pas d'électricité, Madame Judith, Oui. on n'avait pas de télévision. On n'avait pas de télévision. Une fois, dans les années 60, comme ça est arrivé un petit poste de télévision comme ça, de 20 cm sur 20, avec une antenne, et puis qui était branché sur une batterie de camion. Mais c'est les voisins, ils avaient la télé en noir et blanc. Et on avait vu Rintintin et Rusty. Vous ne connaissez pas ça? Non. Eh bien, nous, on a grandi sans la télévision. Donc, qu'est-ce que nous avons fait pour nous nourrir l'imagination, pour voyager? On a lu des livres. C'était naturel pour nous. Ouvrir un livre et voyager. C'est ça, c'est la misère en fait, et l'absence de electricity dans notre bidonville qui nous a permis de réussir notre vie. Et un gamin, un jour, il m'a dit, Monsieur Azouz Begag, c'est vrai, tu es né dans un bidon d'huile. Et il m'a dit, comment tu es sorti? Et je lui ai donné le Gon du Shahaba pour qu'il comprenne ô combien la lecture et l'intelligence. Ça apporte un esprit critique. L'intégration à la société française a été très difficile. Et ceux du Shahaba, parents et enfants, avaient le sentiment de ne pas être traités comme des Français, ils étaient des Arabes. Et les Français, ils ne nous aiment pas, disiez-vous. La différence était sociale, mais également culturelle. Alors l'école a joué un rôle majeur en faveur de l'intégration. Mais en devenant un très bon élève, félicité par tous ses maîtres, vous êtes apparu un peu comme un traître au regard de vos copains. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans une minorité, a fortiori pauvre, sans ressources,
celui qui est isolé du groupe de pauvres par un enseignant ou par ce que vous voulez, est utilisé donc dans l'école ou dans la société pour dire voilà, c'est ça un bon élève, c'est ça un bon français. Redresse-toi, Azouz. Oui, c'est quelqu'un qui sait parler français, c'est quelqu'un qui, à l'âge de 6 ans, sait accorder les compléments d'objets directs sans faire de faute. Et c'est quelqu'un qui connaît par cœur tous les chefs-lieux de département de la France. Parce que Évidemment, j'étais premier avec ça. Moussaoui, votre copain, il vous dit si tu étais un arabe, tu serait serais dernier, dernier de la comme nous. classe, comme nous. Donc celui qui quitte le groupe et qui va en fait faire la démonstration que bien qu'on soit pauvre, qu'on soit vraiment des crève-la-faim, des miséreux, il y a parfois des lumières apportées par les enseignants qui nous permettent d'aller vers la lumière comme ça. Eh bien, évidemment, ceux qui voient ce dégagement du groupe d'Azouz qui est installé au premier rang de la classe désormais, ils se disent, le maître faire ça pour t'utiliser et pour nous mettre en défaut, nous, tu es un traître. Mais je leur disais, que nenni, je n'en suis point. J'apprends les... Bon, il faut dire que j'avais une mémoire visuelle exceptionnelle, une mémoire visuelle. Tout ce que je lisais, j'ai appris le latin et le grec comme ça, et l'allemand aussi, en regardant les choses et en fixant les choses. Voilà. Alors, vous disiez donc les Français ne nous aiment pas, et ça vient de loin, parce que dans l'Algérie française coloniale, il y avait 2 collèges électoraux. Et il y avait le premier qui était celui des Français d'origine européenne, et puis le deuxième, celui des indigènes. Et ça, c'est une carte d'électeurs de l'époque. Ouais, c'est dingue. Donné à des paysans qui ne savaient pas lire. Donc, qui allaient en groupe là-bas devant le bureau de l'officier d'état civil, là-bas où il fallait voter. Et c'était des sous-français. C'était Ça, c'est le second collège. seconde classe, quoi, en réalité, qui symboliquement se voyaient attribuer un petit droit de vote pour faire croire qu'on les faisait participer à la construction de l'avenir de leur pays, ce qui n'était évidemment pas le cas. Ils étaient 9 millions d'Algériens à cette époque qui votaient pour 10% de leurs députés localement, 10% seulement, et 90% des députés étaient élus, eux, au premier collège par les colons, les Français. C'était un peu une injustice. Ce n'était pas, disons, une égalité des chances devant l'élection. Et alors pour vous, par exemple, avec Monsieur Loubon, qui avait vécu en Algérie et qui était votre professeur, lui, il connaissait l'Algérie mieux que vous, alors que vous, Bien étiez algérien sûr. Bien sûr. à cet âge-là. Ce Loubon qui est mort à 104 ans, là, il y a 2 ou 3 ans, et pour qui aussi j'étais un rescapé de la misère. J'ai été sa fierté aussi. J'ai été la fierté, pour mon plus grand honneur, de pas mal d'enseignants. C'est pour ça que je fais l'apologie de l'éducation partout où je vais dans le monde. Et M. Loubon parlait arabe, et il savait écrire en arabe. Et moi, j'avais tendance, quand j'étais petit, à dissimuler cette partie de mon identité pour ne pas prêter le flanc au racisme. On était encore pendant la guerre d'Algérie. Donc, on entendait au moins la nuit, symboliquement, des balles qui passaient autour de nous. L'histoire de l'Algérie purulente, meurtrière, bruyante, était partout autour de nous. On était des Algériens. Pas des Marocains, pas des Tunisiens, des Algériens. Voilà. Et les Français, à cette époque, ne savaient pas ce que c'était, les tirailleurs algériens qui étaient allés au front pendant la Seconde Guerre mondiale, et la Première aussi. Et qu'en est-il de l'intégration aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'on a progressé? 60 ans après, les choses progressent, mais pas dans le même paradigme. La France a tellement changé. Le monde a tellement changé. L'Algérie, à mes yeux, est méconnaissable. C'est plus du tout le même pays de mon enfance. Et la France, évidemment, ce cher pays de mon enfance. J'ai l'impression même, Madame Judith, que moi aussi j'ai changé. Que le regard que je porte sur le monde est un regard d'adulte, plus celui d'un enfant naïf. Et tout cela fait que c'est difficile de comparer ce qui fut naguère et à ce moment. Mais disons que quand je parle de la lecture,
C'est pour dire qu'en 50 ans, la lecture s'est effondrée dans ce pays, comme dans bien d'autres, parce que le téléphone portable et les écrans et les claviers ont remplacé ce geste naturel que je l'ai fait tout à l'heure, d'ouvrir un livre. Maintenant, on se laisse dominer par l'image, par les réseaux sociaux, parce qu'ils sont fascinants. Et Ils sont addictifs. c'est un piège mortel pour les jeunes. Quand j'écrivais une rédaction, Rédaction. dans notre bidonville, on partait jamais en vacances. Et les premières choses que demandaient les enseignants à partir du mois de septembre, c'est racontez vos vacances. Et nous, on partait jamais. Alors, comment est-ce que je faisais? Inventer des vacances à Terre-Neuve. À Terre-Neuve, avec les pêcheurs. Parce que j'avais vu dans les bouquins, dans les forêts, avec les animaux préhistoriques. C'est-à-dire que je mettais en marche mon cerveau et mon imagination pour pouvoir répondre à la demande du maître. Aujourd'hui, un gamin de 12-13 ans à qui raconter vos vacances, bah, il va tout de suite demander à l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'elle peut lui dire, elle, l'intelligence artificielle. Et donc, elle va se substituer à cette créativité, à son inventivité, à son imagination. C'est là où la robotisation de nos enfants se produit. Et vous avez connu le racisme dans l'enfance. Alors Oui. aussi, est-ce qu'il en a été ultérieurement après l'université et aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours le cas? Bah non, quand on commence à avoir des cheveux blancs, on paraît moins dangereux pour les indigènes français. Et est-ce que ce vécu, en tout cas, il a joué un rôle dans vos choix Ouais, de bien recherche sûr, bien au sûr, bien CNRS? sûr. Aujourd'hui, mon identité, elle est construite sur un pylône qui est celui de l'exil, l'immigration, partir. J'arrête pas de faire des livres où il est toujours question de partir. J'arrête pas de parler de Homère et de son Odyssée et de Ulysse, que je connais par cœur, et de Circé et des sirènes qui sortent. Je ne cesse de parler de ça parce que toute ma vie s'est construite sur les peurs et l'imagination de ceux qui partent, de ceux qui s'en vont, pour aller de l'autre côté, pour aller essayer de toucher du doigt l'Eldorado dont ils ont entendu parler. J'ai été habité par l'immigration. Alors revenons au Shahaba. Dans votre livre, l'islam a peu de place, hormis l'événement majeur de la circoncision. Vos parents étaient musulmans croyants, ils invoquaient souvent Allah, mais vous ne parlez ni de prière, ni d'imam, ni de foulard, ni de mosquée. Est-ce que les choses ont changé Oh, aujourd'hui? du tout au tout, 100%. L'islam, c'était un islam absolument personnel que vivaient nos parents. Ils n'allaient pas à la mosquée, il n'y avait pas de mosquée d'ailleurs. C'est un islam spirituel. Ils faisaient la prière quand ils la faisaient. Pour le reste, les circoncisions, les mariages, les fêtes religieuses, c'était plus de l'ordre de la culture maghrébine, plus que de la religion. Rappelez-vous, je vous ai dit que mes parents, comme tous ces migrants, étaient analphabètes. Ouais. Et j'ai dit tout à l'heure que le premier mot du Coran, c'est « lis ». Il faut lire. Donc ils étaient complètement à côté de la plaque. Ma mère vénérait des saints, ce qui est aujourd'hui complètement interdit dans l'islam fondamentaliste. On ne vénère pas les saints. Il n'y a qu'une relation directe entre l'individu et Allah. Il ne peut pas être médiatisé par des saints. Et nos parents ont grandi dans ces choses qui étaient de l'ordre de la superstition, ce qui est complètement interdit. Et donc, nos parents ne se reconnaissaient plus non plus dans les années 80, hein, devant la progression de l'islam fondamentaliste, devant les violences nées de cette radicalisation. Et je trouve que plus la pression, à partir des années 75, la pression française, européenne, contre les jeunes issus de l'immigration maghrébine en particulier, s'est accentuée, 70, et plus les gens ont cherché à trouver une issue de secours pour pouvoir respirer une famille. Et c'est dans l'islam que nombre de ces jeunes ont trouvé un recours, un secours. Il ne faut pas oublier que dans les années 60 aux États-Unis, il y avait un type qui était face à Martin Luther King, qui lui était un pasteur chrétien et qui préconisait « I have a dream today », qui préconisait l'amour entre les communautés, l'entente, la solidarité entre les communautés religieuses. Il y avait en face de lui un homme qui s'appelait Malcolm X,
Ils ont été assassinés les deux Mm. dans les années 60. Mm. Mais Malcolm X, il disait aux African Americans, vous n'êtes pas des enfants des ghettos, vous n'êtes pas des misérables. Avant d'être américains, avant d'être des gens rejetés par la société américaine, vous êtes des musulmans. Et c'est comme ça que le recours à l'islam, le retour à l'islam pour nombre de Noirs américains dans les années 60-65, s'est opéré aux États-Unis d'abord sur la base des violences subies par ces gens, avant de le voir Arrivé en cette Europe. même problématique se développer en France dans les années 80, disons. En classe de 6e, vous avez déclaré « Je veux devenir président de l'Algérie ». Une fois adulte, vous avez changé d'avis et vous avez adopté la nationalité française. Vous vous êtes engagé en politique et vous êtes devenu ministre de Dominique de Villepin. Quel bilan tirez-vous de cette expérience du pouvoir entre 2005 et 2007 ? Quels souvenirs gardez-vous ? Déjà, un gros livre qui s'appelle « Un mouton dans la baignoire ». Ouais, c'était une expérience fascinante. Là, j'ai été sorti de mon milieu, je suis rentré dans un trou noir et je me suis retrouvé dans un autre espace où il fallait apprendre rapidement les codes de la société politique. Je n'étais pas fait pour ça, moi. Et Dieu m'en garde, parce que je trouve qu'il ne faut pas faire carrière en politique, c'est pas bien. Je remercie Jacques Chirac et Dominique de Villepin de m'avoir donné cette occasion. Mais ça a changé votre rapport Oui, bien à la sûr. politique? Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, depuis que j'ai terminé ce séjour dans l'autre monde, la politique, oui, j'ai appris une langue supplémentaire d'ailleurs, je parle plusieurs langues, Oui. et là j'ai appris la langue de bois. Je peux vous faire un discours là pendant 4 heures, Non, c'est pas le but de l'émission. vous allez vous endormir et vous allez comprendre que je suis boncier dedans. Toucher du doigt le pouvoir, ce qui s'y passe, c'est inouï si on n'a pas les 2 doigts dans l'engrenage. Mm. Il faut garder la possibilité à tout moment de dire « Ah, il y a des privilèges, c'est pas pour moi ». On ne se fait pas que des amis en politique. Non, beaucoup d'ennemis, parce qu'il y a beaucoup de ministres, de collègues qui regardent tous les matins la presse. Et il y a des petites formes de jalousie entre les uns et les autres qui est un petit peu indigne, mais ça se passe comme ça. C'est par l'intermédiaire des médias que les uns et les autres pensent qu'ils ont plus d'impact sur la société française. Et peut-être qu'en 2027, ils pourront se présenter à la candidature suprême pour être à l'Élysée. Il faut être fou. Il faut être fou pour avoir été ministre et vouloir être président des Gaulois. C'est-à-dire diriger les Gaulois, 70 millions de Gaulois. Non, je crois que quand on fait 2 fois 5 ans en politique, ça suffit. Parce qu'après, on prend goût au cuir, on prend goût à être servi, à être dorloté, chouchouté, aimé. Parce qu'après, on veut être aimé. On veut durer dans cet amour que l'on espère. Et ben, c'est là qu'on tombe dans le piège de la corruption, de soi-même et la corruption des idées que l'on sert. Et qu'est-ce que vous pensez actuellement des relations compliquées entre la France et l'Algérie? Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a dénoncé ceux qui veulent a dénoncé les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Il n'a pas tenu ce discours toujours pendant ces dernières années. Au contraire, il a été dans des relations en dents de scie, qu'il a initiées en dents de scie avec ce pays qui est intimement et pour toujours lié à la France, hein, pour toujours. C'est comme ça. Mais il vaut mieux éviter de mettre le feu à la mer parce que ça va pénaliser tous ceux qui sont sur les frontières, comme nous, les binationaux, les enfants d'ici et de là-bas. Et puis les gens là-bas, tant de gens qui parlent français et tant de gens ici qui n'ont aucune hostilité à l'égard des Algériens. Donc des dizaines de millions de personnes qui attendent que cette relation soit apaisée et qu'on continue tranquillement. Et comment on réconcilie ces 2 peuples? Et que peuvent faire les Franco-Algériens qui sont attachés à cette double identité? Il y en a beaucoup, il y en a des millions, 5, 6, 7 millions. Hein. Parfois les très célèbres. L'une des plus célèbres, ça s'appelait Edith Piaf. Sa grand-mère maternelle s'appelait Aïcha Ben Mohamed. Je le dis à tous les gens qui regardent votre émission. Aïcha Ben Mohamed, c'était la grand-mère maternelle de Edith Piaf. Bon, je parle, il y a Isabelle Adjani, bien sûr, Rachid Arab, tant de gens qui sont rentrés dans l'esprit français à travers les petits écrans, qui vont aider leurs enfants dans les décennies à venir à stabiliser cette relation entre ces 2 pays.
Et alors dans cette planète en crise où montent les nationalismes, les intégrismes, la xénophobie et la violence, il y a une grande partie de la jeunesse qui est plus tolérante, qui est plus ouverte aux différences multiples. Est-ce que vous restez optimiste? Quel est le message que vous souhaiteriez adresser Ben, aux jeunes d'aujourd'hui? le premier message, c'est que... Alors, regardez-moi bien les jeunes, je parle à vous directement. Être pessimiste, ça sert à rien, Non, mais être lucide, ça peut être utile. mais pas pessimiste. Tous les matins, ils voient la tête de Donald Trump. Ah, il revient raison. Ça nous rend malades. Donc, il faut essayer à chaque fois qu'on reçoit des mauvaises nouvelles comme ça, et que le monde est en train de prendre feu, pas seulement dans le détroit d'Ormuz, mais à Kiev aussi et dans d'autres endroits. Il faut essayer de dire, tiens, dans le feu là, qu'est-ce que je peux apporter moi en tant qu'individu pour pouvoir faire en sorte d'aider les autres, nous en tirer ensemble. Et bien là, ouais, je vais écrire un livre, un petit livre là, qui s'appellera Hier, je suis devenu grand. Un truc rigolo, un truc d'humour pour pouvoir continuer à rire ensemble, à s'aimer. Parce que c'est ça notre réponse. Les Allemands appellent ça engagement. Engagement. Oui, cette tendance qu'on a à chialer et à crouler sous la peur, parce que ceux qui veulent gagner les élections veulent nous faire peur, pour nous faire croire que si on ne vote pas pour eux, on va tous crever là, les uns les autres, et on va périr. Non, on ne va pas périr. I have a dream today. J'ai beaucoup aimé ce cri d'amour-là. Dans une interview, vous dites « Je suis un idéaliste sans illusion ». Oui, parce que maintenant, en politique, pendant les 2 années, c'est Martin Luther King qui a dit ça, je suis un idéaliste sans illusion. Et en politique, moi, j'ai vu beaucoup d'illusionnistes sans idéal. Le pouvoir, c'est un truc de malade. Le pouvoir use surtout ceux qui ne l'ont pas. C'est génial, hein. C'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est le cardinal de Mazarin, mon petit livre de 10 pages qui s'appelle Bréviaire, petit bréviaire des politiciens. Le pouvoir use surtout ceux qui ne l'ont pas. C'est génial. Vous voyez, à chaque fois que je vous raconte ça, j'aime bien me marrer, me rigoler, parce que c'est ma façon de m'en sortir, moi. Autrement, il va y avoir des cancers qui sortent de partout. Je suis lucide sur ce qui se passe dans le monde actuellement. Et alors, je parlais de quand vous êtes ministre, donc vous voilà. Ah, pardon, là, il Et faut puis, que... avec Dominique de Villepin, à ses côtés. Vous en gardez un bon souvenir quand même, Azouz Begag? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est comme un amour qui est rompu un jour, parce que l'amour ne dure pas toujours. Mais pendant qu'on le vit, cet amour-là, il faut vivre ces moments-là de grande intensité. Et c'est comme ça qu'on en garde le meilleur, même quand le brouillard est arrivé. Alors, dans les yeux, dans le dos, cette parabole qui illustre l'indispensable solidarité entre les êtres humains, c'est le paralytique qui prête ses yeux à un aveugle, Ibrahim Il est derrière, là, Elias. Voilà, Elias le chrétien et Ibrahim le musulman. Devant, il est aveugle. Et c'est une parabole qui pourrait faire réfléchir beaucoup de responsables politiques, à commencer par le président américain, Donald Trump. Ouais, ça se passe en Syrie en 1860, en Syrie. Liban, Syrie. Cette région du monde qui est en feu, aujourd'hui encore. Oui. Voilà, c'est un musulman et un chrétien qui sont des miséreux, là, qui s'en sortent tous les matins en allant chanter des chansons au Café des Roses, à côté. Et ce jour-là, le 7 juillet 1860, l'aveugle, le musulman, il sort une chanson sortie de je ne sais où, magnifique. Et il y a des centaines de personnes devant lui qui flottent. Et c'est là où un malheur va survenir. Des milliers de chrétiens, à partir de ce 7 juillet 1860, vont se faire massacrer par des musulmans en furie dans la ville de Damas. Et un homme va réussir à en sauver un maximum de ces chrétiens. Il s'appelle l'émir Abdelkader, un ami de Napoléon III dans les années 1840-1850. Quelle histoire! Qui habitait à Damas aussi. J'ai voulu faire ressurgir la profondeur spirituelle, intellectuelle et politique de ce grand monsieur, l'émir Abdelkader, qui est complètement méconnu en France. Beaucoup de gens pensent que l'émir Abdelkader, c'est la Smala d'Abdelkader. Les gens connaissent plus ou moins ce truc, la Smala, en pensant que c'est une famille de 10 enfants. Non, la Smala, c'était 60 000 personnes que l'émir, tous les jours, emmenait avec lui pour fuir les troupes françaises.
et qui a été prise en 1850 par les Français. La prise de l'Asmara, qui est un grand tableau aussi qu'on peut voir, je ne sais où, mais voilà. J'ai envie d'enseigner cela, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris et tout ce qui bout en moi. J'ai envie de l'enseigner aux gens, parce que connaître, c'est avancer sur le chemin de l'humanité, savoir. L'ignorance, il n'y a rien de pire comme ingrédient pour nourrir la haine entre les gens. Vous avez vu que je forme souvent des rimes? Vous êtes un poète, Zvezgagne. Oh oui, j'aime bien les rimes. Ouais. Et alors, je vous laisse le mot de la fin. Ah bah tiens, pendant que vous parlez, vous connaissez une chanson qui dit « Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. » Après, il dit « Douce France, cher pays de mon enfance. » C'est un hommage à mon ami Rachita, qui nous a quittés il y a quelques années. Voilà, Rachita, c'était un pont entre les chansons, entre les cultures, entre les musiques, entre l'Algérie et la France. Je trouve qu'on n'a pas suffisamment honoré le travail qu'il a accompli dans la construction entre les avenirs des Français d'ici et des Français d'ailleurs. Avec son groupe de musique, Oui, Carte Carte de de séjour. séjour. Il revient. C'est une chanson de Charles Trenet à l'origine. Mm. Il revient à ma mémoire des souvenirs. C'est ce dont nous parlons là, tous ces souvenirs, ces photos. Hein. Merci infiniment à Azouz Begag d'être venu. Merci, monsieur le ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve très vite sur YouTube Première de France 24 et puis sur toutes les plateformes de podcast.